Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin, pour un webinaire donc en collaboration avec, Louis, de chez Dicdash, autour de la fonctionnalité des formulaires de saisie dans Dicdash. Est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est tout bon? Oui. Ça marche. Côté BIP Consulting, donc je me présente, donc Justine, je suis consultante, BI, sur Dicdash depuis un peu plus de 4 ans et donc je suis accompagnée de Flavie, côté commerce, qui va vous présenter un petit peu qui on est. Hem, Comment ça va s'organiser? Donc on va faire une petite présentation de la société, rappeler un petit peu, la couverture fonctionnelle de Dicdash et le partenariat qu'on entretient, avec eux. Et puis on vous présentera donc la fonctionnalité des formulaires de saisie, avec une partie, un petit peu plus théorique sur, comment ça se configure, comment ça se paramètre, et un cas d'usage, un exemple que Louis vous présentera, pour conclure avec, toutes les questions que vous aurez. Flavie, je te laisse, prendre le relais. Très bien. Donc, on va faire un petit point sur qui nous sommes, BIPP Consulting. Donc, BIPP Consulting, c'est plus de 15 ans d'expérience en expertise et en conseil en data. Donc, c'est un accompagnement personnalisé et une démarche pragmatique pour vous proposer du coup des solutions pertinentes et adaptées à vos besoins pour répondre, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de pilotage de la performance. Aujourd'hui, BIPP Consulting, c'est une équipe de plus de 25 collaborateurs qui interviennent du coup sur la résolution de problématiques pour répondre à vos enjeux. Nous avons 2 agences situées à Lyon et une à Aix-en-Provence, du coup pour être au plus proche de nos clients. Nous intervenons sur 4 grands axes complémentaires pour répondre du coup à l'ensemble des enjeux liés à vos données. Donc, la data management, qui consiste du coup à l'extraction, le contrôle, le traitement et le stockage de vos données avec les différentes solutions que nous présentons juste ici dans le diapo. La data visualisation, donc là, c'est pour transformer du coup les données en tableau de bord interactif et lisible afin que vous facilitiez du coup une prise de décision rapide et éclairée. Ensuite, nous avons le PM et le BPM. Donc là, c'est pour anticiper et optimiser du coup la performance grâce à des outils dédiés à la gestion budgétaire, au pilotage des coûts et à la planification. Et pour finir, nous avons la data science. Donc là, c'est maintenance prédictive, algorithmes, prévision et statistiques. Pour faire un petit point sur du coup nos services, nous vous accompagnons du coup à chaque étape de votre projet, de la définition des besoins jusqu'à la formation et au support. Nos services, ils incluent l'aide au choix de solutions, la conception et la réalisation de vos projets. Nous avons aussi une formation du coup classique ou le coaching. Donc ça, c'est pour que vous puissiez du coup monter en compétences dans vos projets. Et pour finir, nous avons du coup une partie support pour résoudre des problématiques ponctuelles et spécifiques. Donc là, on intervient en forfait ou en régie, à temps partiel ou à temps plein. Donc c'est selon du coup les besoins de vos projets. Merci Flavie. Je Avec plaisir. reprends, la main pour vous présenter, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la solution, mais refaire un petit tour sur, la couverture fonctionnelle de Dicdash et le partenariat entre BIP Consulting et Dicdash. Hop. Donc côté couverture fonctionnelle, Dicdash, c'est un outil de BI agile dont l'objectif premier est, la mise en place de tableaux de bord et d'analyse, mais qui permet d'aller, plus loin que d'autres outils en intégrant d'autres modules. Et donc à l'écran, vous voyez un petit peu toutes les fonctionnalités, qu'on peut mettre en place et toutes les problématiques qu'on peut traiter avec Dicdash. Donc, entre autres, l'interrogation et l'analyse libre, donc c'est permettre à l'utilisateur de se créer ses propres analyses et d'aller plus loin que uniquement consulter les tableaux de bord déjà mis à disposition et déjà développés.
C'est toute la fonctionnalité de self-service BI qui a d'ailleurs fait l'objet d'un précédent webinaire avec Louis. Le monitoring de votre environnement et notamment la possibilité de suivre et de piloter un petit peu tout ce qui se passe sur votre instance, que ce soit au niveau de la consultation des tableaux de bord, donc qui visualise mes tableaux de bord, sur quelle page, à quelle fréquence, grâce au module notamment de DD Audit, qui a aussi fait l'objet d'un webinaire. La possibilité de créer des exports de vos tableaux de bord sous différents formats, PDF, PowerPoint, Excel notamment, et surtout de pouvoir personnaliser ces exports et d'y intégrer votre charte graphique et que ce soit pas forcément une copie conforme de votre tableau de bord, mais vraiment générer des bilans, des synthèses propres à différentes problématiques. La saisie de formulaire, donc, qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, qui va nous permettre donc d'intégrer cette notion de saisie de données dans l'outil, qui n'est pas le cas dans la plupart des autres outils d'analyse de données, et donc qui est une des fonctionnalités différenciantes de Digdash, et la facilité à intégrer Digdash dans des extranets et des portails clients pour pouvoir être dirigé vers d'autres sites. Quelques références de projets Digdash réalisés par BIP Consulting. Donc, il y a du privé, du public, de la PME et du grand compte, d'à peu près tout secteur d'activité. Donc, on n'a pas de restrictions au niveau de notre domaine d'intervention et on accompagne vraiment tous les clients, quel que soit leur domaine d'activité. Un petit mot sur le partenariat. Donc, BIP Consulting est partenaire de Digdash depuis un peu plus de 10 ans. C'est un partenariat de proximité, comme l'a dit Flavie. On a une agence basée à Aix-en-Provence, l'autre est à Lyon, donc c'est pas très loin non plus. Digdash étant aussi basé à Aix-en-Provence, ça nous permet d'être présents aux événements qui sont organisés, de se rencontrer régulièrement et d'entretenir un lien de proximité qui favorise les échanges, l'organisation d'événements comme ceux-ci, par exemple. Digdash, aujourd'hui, chez BIP Consulting, c'est une dizaine de consultants formés et expérimentés, une cinquantaine de clients accompagnés, dont les références que je vous partageais juste avant. Nous avons été le premier partenaire certifié par Digdash, par rapport à la certification qui a été mise en place pour attester d'un certain niveau d'expertise et de compétences sur la solution. Et également la possibilité de délivrer des formations Digdash, donc pour le compte de l'éditeur, et de vous former sur la solution et de vous faire monter en compétences. Et on intervient parfois aussi également en expertise, en sous-traitance de Digdash, par exemple au sein du ministère de la Culture. Comment nous pouvons vous accompagner sur Digdash? Donc ça va reprendre quelques notions que Flavie a présentées tout à l'heure, mais on vous accompagne sur toute la phase d'installation, de paramétrage et de configuration du serveur Digdash. Mais aussi donc sur de la formation certifiée, sur du coaching. Donc là, c'est de l'accompagnement des utilisateurs dans la prise en main de la solution et la réalisation des premiers tableaux de bord en respectant les bonnes pratiques de l'éditeur, dans le chargement des données, dans la structure des données, dans les règles de nommage, dans la création des indicateurs pour aboutir à une construction d'un tableau de bord cible. Mais aussi donc dans de l'assistance technique ou de la réalisation forfaitaire, de la phase de définition de besoins jusqu'aux phases de recettes, de support, de TMA, en passant par les phases de conception, de réalisation et de test. Je pense que j'ai fait le tour. Concernant le sujet du jour, donc, qui est la saisie de données à travers les formulaires de saisie dans Digdash. Donc, je vais vous présenter rapidement un petit peu la chronologie de création de ces formulaires, comment ça se passe. Et puis, je passerai la main à Louis qui va détailler chacune de ces étapes et vous montrer le lien avec l'interface et une petite démo. Donc, qu'est-ce que c'est
la saisie de données dans DigDash, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'intégrer des nouvelles informations, donc complémentaires à celles que vous pouvez déjà avoir dans d'autres de vos modèles de données, dans d'autres sources de données, via un formulaire directement intégré au tableau de bord. Donc, qui peut être combiné à des pages de tableau de bord classiques avec des graphiques ou sur des pages de tableau de bord dédiées à ce formulaire-là. On peut combiner plusieurs formulaires de saisie. Comment ça se passe? Le formulaire génère automatiquement une table dans une base de données relationnelle. Donc, il faut que ce soit un des 5 SGBD présents à l'écran, où les données saisies vont être stockées. Donc, tout ce qui est saisi dans le formulaire est stocké et enregistré dans une table, dans une base de données. L'intérêt, c'est que derrière, vous allez pouvoir exploiter et réutiliser ces données saisies. Donc, ça va générer une connexion dans le studio DigDash que vous allez pouvoir utiliser pour créer des nouveaux flux, par exemple, sur la base des données qui ont été saisies. Mais aussi, on y reviendra plus tard, potentiellement croiser cette nouvelle table avec des modèles déjà existants. Faire des jointures, faire des unions, pour pouvoir agrémenter vos données, compléter vos données et enrichir l'information. À qui ça s'adresse? Essentiellement à des personnes qui ont besoin de renseigner une information, pour l'exploiter et qui souhaitent visualiser ces ajouts dans des tableaux de bord qui soient nouveaux ou déjà existants, et qui nécessitent, une information, régulière qu'il faut déclarer, fréquemment, régulièrement, et ce sera notamment le cas d'usage, que Louis vous partagera. Comment ça se passe si vous souhaitez mettre en place cette fonctionnalité et l'utiliser? La première étape, c'est d'activer cette fonctionnalité qui, ne l'est pas par défaut. Donc on va vous montrer, où ça se passe et comment ça marche. La deuxième étape, c'est de créer votre formulaire que vous pouvez par la suite, éditer pour, rajouter des champs, pour modifier des champs, pour le mettre en forme. Configurer ces différents champs de saisie parce que, vous allez parfois vouloir intégrer, du texte, parfois des cases à cocher, parfois des dates, parfois, des listes. Donc configurer un petit peu ces différents champs pour, mettre à disposition un formulaire qui est conforme à ce que vous souhaitez, partager. Utiliser ce formulaire, donc le mettre à disposition de différents utilisateurs qui doivent, renseigner des informations régulièrement et voir l'impact que ce formulaire va avoir sur, vos différents tableaux de bord et éventuellement, c'est pas forcément obligatoire, sécuriser le formulaire. Donc c'est-à-dire, qui a le droit de voir ce formulaire, qui a le droit de le compléter et à qui je le mets à disposition. Louis, je te laisse prendre la main. Très bien. Merci Justine. Je récupère donc le partage d'écran. Hop. Je vais partager tout l'écran. Et je vous laisse me dire quand vous le voyez, s'il vous plaît. C'est bon. Oui. Super. Bonjour à tous. Donc, je suis Louis Aymard, consultant avant-vente pour DigDash depuis un peu plus de 2 ans. J'enchaîne sur la très bonne présentation de Justine. On va parler un petit peu plus en détail des formulaires de saisie de données dans DigDash. D'accord. Donc, comme l'a très justement dit Justine, ça va être l'occasion de donner un peu de volume à vos données métiers existantes. Ça va être l'occasion de proposer aux utilisateurs de quoi alimenter de nouveaux modèles de données à la volée et on le verra dans la démonstration, de déclencher un rafraîchissement, pourquoi pas, de ces informations pour avoir de l'information en temps réel. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va suivre le fil conducteur de comment on configure cette fonctionnalité, comment on la paramètre, quelles sont les différentes étapes. Et au passage, on aura l'occasion, je pense, de voir quelques astuces, pourquoi pas, pour certains d'entre vous qui n'auraient pas eu l'occasion de le configurer ou alors qui tout simplement sont en train de le découvrir. Donc, on va essayer de faire un focus là-dessus. OK ? On va donc commencer par l'activation de la fonctionnalité. Typiquement, ici, on va avoir quelques prérequis pour jouer avec la série de données dans DigDash. Comme l'a dit justement Justine, on aura besoin d'une connexion à une base de données, puisqu'en fait, la philosophie, c'est que
en sortie de cette saisie à travers un formulaire, en fait, on va alimenter une table. D'accord? Donc cette table existera sur un SGBD connu. Ça pourra être, comme mentionné ici, du MySQL, du PostgreSQL, du MariaDB, de l'H2 ou de l'Oracle. D'accord? Et donc, on aura besoin d'avoir cette connexion existante au préalable afin de pouvoir créer un formulaire et au passage d'alimenter une table à la volée. OK? Cette activation, on va le voir ensemble, ça se passe côté paramétrage serveur, d'accord? On a une interface dédiée, il y a une capture d'écran ici, à partir de laquelle on va pouvoir cocher l'activation de la saisie de données, d'accord? Et ensuite, sélectionner une base de données qui sera apte à recevoir, en fait, ces nouvelles informations. OK? Donc, on verra ça rapidement ensemble. Dans les autres critères d'activation et informations à savoir sur l'utilisation de cette fonctionnalité, il conviendra d'octroyer aux utilisateurs les droits d'affichage et d'envoi de formulaires de saisie de données via les ACL concernés. Donc, je pense que vous êtes une majorité à connaître un petit peu comment fonctionnent les droits pour les utilisateurs. En tout cas, on dispose d'une granularité fine de droits qu'on appelle les ACL. Et en fait, dans les groupes d'autorisation, donc qui contiennent plusieurs ACL, on a par défaut déjà des groupes d'autorisation qui permettent d'autoriser l'utilisation de cette fonctionnalité-là. D'accord? Donc par défaut, on peut attribuer à un concepteur, par exemple, le droit qui va bien et il pourra profiter à 100% de cette fonctionnalité. Okay, au besoin, on pourra jouer, vous le savez probablement, mais sur les autorisations, qui a droit, qui n'a pas le droit à ces fameux droits d'affichage et notamment d'envoi de formulaire. Enfin, pour bénéficier de cette fonctionnalité, il convient aussi d'être en version DigDash supérieure à la 2022 R1. D'accord? Donc sans quoi, historiquement, cette fonctionnalité n'existait pas et il est tout bonnement impossible de bénéficier de celle-ci. OK. Je passe rapidement sur l'interface pour vous montrer où se positionne l'activation quelque part côté paramétrage serveur. Donc on va sur notre environnement, on bascule sur l'onglet configuration et dans la partie paramètres serveur, vous avez l'opportunité ici de renseigner par exemple la saisie, vous le voyez. Et sur ce menu saisie des données, j'accède à ce qui était mentionné sur la capture d'écran, à savoir l'activation de la saisie de données, oui, non, tout simplement. Et dans la foulée, je peux configurer une base de données parmi celles qui sont déjà disponibles et qui sont déjà donc configurées dans le studio, à travers le gestionnaire des bases de données. D'accord? Donc ici, je peux tester ma connexion. Si le test est concluant, donc si ma chaîne de connexion est correcte et que mon utilisateur mot de passe est apte à établir une connexion, donc je peux constater ici que le test est positif et je peux exploiter donc mes formulaires dans la foulée avec tout ce qu'on va se dire juste après. OK? Voilà pour la première partie. Je peux retourner rapidement sur la gestion des utilisateurs pour faire un rapide plongeon sur les groupes d'autorisation. Comme je vous disais, on a par défaut des groupes d'autorisation qui portent des droits, donc des droits fins, on parlera d'ACL. Et donc, parmi certains d'entre eux, on a automatiquement l'accès à ces droits nécessaires pour l'exploitation des formulaires de saisie. Je ne vais pas dans le détail, ce n'est pas l'objet ici, mais ça se passera dans la gestion des utilisateurs et notamment les groupes d'autorisation pour jouer sur est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit d'utiliser les formulaires de saisie. OK? Donc voilà pour cette première étape d'activation de la fonctionnalité. OK? Je repasse en plein écran. Deuxième point, on va faire un zoom sur comment créer, éditer, supprimer un formulaire. Donc essentiellement, ici, les actions vont se réaliser à travers l'éditeur de tableau de bord de DigDash. Je referai le chemin tout à l'heure. On va se concentrer sur ces actions principales. Donc, on va créer dans un premier temps un formulaire de saisie de données. Je vais vous montrer comment on fait. Et on va aussi voir comment éditer, supprimer ce même formulaire. On peut en faire plusieurs, évidemment. Ce qu'il faut noter, c'est que un formulaire de données, de saisie de données dans DigDash égale une table à alimenter en base de données. D'accord? On a vraiment cette relation 1-1 sur mon formulaire alimente une table. D'accord? Ça donne des portes ouvertes pour des scénarios, c'est-à-dire qu'on a une table, c'est très bien, mais derrière, dans DigDash, on peut en créer un modèle de données, on pourra faire des unions, on pourra faire des jointures, comme l'a précisé Justine. Donc voilà, là, on découvre la fonctionnalité, mais sachez que en sortie de la saisie de données, quelque part, on peut, encore une fois, retravailler la donnée, refaire des process de jointure, de réconciliation de données en toute liberté. OK? Au passage, quelques remarques sur la création et l'édition, je les ai mentionnées ici, mais pour créer un formulaire, donc petit rappel, il est nécessaire d'avoir le droit, donc l'ACL, tableau de bord, créer un formulaire, sinon on n'aura pas accès à cette petite partie dans l'interface, qu'on verra juste après, que vous voyez ici en capture sur la partie haute.
Et concernant l'édition, enfin plutôt la suppression d'un formulaire de saisie de données dans Digdash, en fait, l'action de suppression que vous allez impulser à travers l'éditeur de tableau de bord va provoquer le drop, enfin la suppression de la table côté base de données. D'accord. Donc c'est important à le savoir. On pourrait très facilement être amené à se dire, bah, tiens, moi j'en ai plus besoin de ce formulaire. Par contre, les données, j'aimerais bien les conserver. Si je supprime le formulaire, attention, je vais supprimer la table sous-jacente. D'accord. Voilà, petite remarque. Je rebascule sur l'interface pour aller voir côté éditeur de tableau de bord. Donc vous voyez ici, hein, je suis sur l'environnement de démonstration. Je passe côté éditeur de tableau de bord. Je vais m'authentifier avec mon utilisateur. On va prendre Arnaud que j'ai créé pour l'occasion. Hop. Et en fait, à partir de cet éditeur de tableau de bord, je vais retrouver mes portefeuilles en haut. D'accord. Donc nous, on va évoquer de la gestion d'incidents. On se projettera sur le scénario ultérieurement. Mais en fait, pour créer un formulaire, si j'en ai les droits, vous voyez, j'ai accès sur la partie latérale gauche à ce menu sandwich qui va tout simplement me donner accès à la création d'un nouveau formulaire. C'est très simple. Si je clique sur ce bouton, je vais pouvoir configurer, d'accord, dans une première intention, ce formulaire. Donc, je vais devoir lui donner un identifiant, un nom, spécifier si ce formulaire appartiendra à un rôle ou pas. On verra l'impact que ça a. Et comment je souhaite le partager. D'accord. Est-ce que je veux le partager à tout le monde par défaut? Est-ce que je veux simplement le partager à une catégorie d'utilisateurs, donc à un certain profil d'utilisateur, ou plusieurs d'ailleurs? Ou alors, je pourrais aller plus loin, je pourrais mettre en place une règle personnalisée. Par exemple, ici, dans laquelle j'aurai un impact avec du JSON logique, notamment pour dire à qui j'offre l'accès au formulaire, à qui je ne l'offre pas, etc. etc. D'accord. On parlera de ça un petit peu plus tard. En tout cas, sur la création de formulaires, donc 4 premiers paramètres essentiels. L'identifiant ici, dans la partie propriété, cet identifiant, en fait, que vous allez renseigner, va correspondre au nom de la table qui sera créée côté base de données. D'accord. On a l'information ici. Si je laisse ma souris, c'est important à considérer si on souhaite respecter une certaine logique, une certaine convention dans le nommage. Ici, on va nommer littéralement donc l'identifiant slash le nom de la table qui sera alimenté en sortie de cette saisie. D'accord. En dessous, le nom va tout simplement représenter le libellé qu'on donne au formulaire. C'est pareil, si vous créez 12 formulaires, ça peut être intéressant à partir de l'interface de Digdash de pouvoir les identifier clairement. Ils pourraient tous ne pas avoir la même vocation, mais en tout cas, c'est le nom qu'on va donner ici, c'est vraiment le nom qu'on aura dans l'interface, d'accord, pour les différencier. Okay. Concernant le rôle qu'on a à spécifier dans la création du formulaire, ici, ça permet tout simplement de restreindre l'accès au formulaire à un rôle. D'accord. Si vous laissez aucun ici, le formulaire sera accessible dans tous les portefeuilles, dans tous les rôles, si vous voulez. D'accord. Alors que si je précise un rôle, pour ma gestion d'incident, en fait, je pourrais utiliser ce formulaire uniquement dans ce périmètre-là, dans ce rôle gestion des incidents. OK. Je vais un petit peu plus bas sur la partie partage qui, ici, cette partie-là va permettre de restreindre l'accès au formulaire à, comme je disais, un profil utilisateur, d'accord, ou définir un partage personnalisé, c'est ce que j'ai mis en place, on le verra dans la démonstration, pour tout simplement afficher ou pas le formulaire en fonction d'une population. D'accord. Donc voilà les premières informations essentielles pour la création d'un formulaire. Et sur la partie basse, on le verra dans la deuxième étape, ici, on est entre guillemets dans le dur, c'est ici qu'on va conceptualiser notre formulaire. On va renseigner les éléments qui vont faire partie intégrante de celui-ci, et on aura vraiment cette relation composant, colonne alimentée dans la table. D'accord. Très simplement, je vais pouvoir faire glisser mes champs. Si je fais glisser un champ de texte, vous voyez, je vais pouvoir le configurer. OK, je ne poursuis pas, on va en parler juste après, mais en fait, ici, je vais modeler mon formulaire. D'accord. On le verra un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Je reste sur l'édition et la suppression des formulaires. Les actions sont relativement simples. Vous voyez, donc là, j'ai mon formulaire qui existe, on le verra dans la démonstration, mais mes formulaires apparaissent sur cette interface et par un simple clic droit, je vais pouvoir soit l'éditer, soit le supprimer. D'accord. Je cible évidemment mon formulaire, mais je peux donc soit l'éditer, soit le supprimer. Comme je l'avais dit, si je le supprime, je vais également supprimer la table sous-jacente côté base de données. D'accord. Par contre, si je l'édite, je vais revenir sur le squelette
de ce formulaire, d'accord? Donc ce squelette, il va comporter plusieurs composants. Chaque composant va alimenter une colonne et on verra ensemble, il y a tout un jeu de paramétrage assez poussé, assez avancé pour jouer sur le comportement de chacun de ces composants en fait, d'accord? Est-ce que je veux qu'il soit lié à une dimension? Est-ce que je veux que ce champ soit obligatoire? Est-ce que je veux qu'il soit unique? Etc., etc. On va voir un petit peu ce qu'on peut configurer. OK? En tout cas, pour ces actions de création, édition, suppression, ça reste assez simple. On traverse tout ceci à travers l'éditeur de tableau de bord, Digdash, d'accord, qui nous permet de créer un formulaire, de l'éditer et de le supprimer. Voilà. Je reviens sur les diapos. Hop. On va passer à notre point numéro 3 sur la configuration du formulaire. Ici, on est vraiment sur l'étape essentiel quelque part. On a forcément une idée derrière la tête. Si on souhaite utiliser un formulaire, ça répond un petit peu à la question qu'est-ce que je veux donner à mes utilisateurs en fait pour qu'ils puissent saisir? Quelle est la nature des composants que je souhaite utiliser? On va les voir ensemble. Il y en a une bonne liste hein, quand je reviendrai sur l'outil. En tout cas, chaque composant en fait aura tout un jeu de paramètres. Ils ne seront pas identiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas configurer une zone de texte de la même manière qu'on va configurer des boutons radio, si vous voulez, d'accord? Puisqu'ils n'auront pas les mêmes possibilités, ils n'auront pas les mêmes impacts côté base de données, etc., etc. Ok. Donc là, vous voyez en énumération les différents volets hein, de configuration pour lesquels on aura un accès sur l'affichage, sur la donnée, sur l'aspect de validation, sur une gestion conditionnelle de ces composants, est-ce que je veux l'afficher ou pas, et une approche logique, pareil, pour faire de la configuration avancée sur est-ce que ce composant, je veux qu'il soit masqué sur certaines conditions, pour certains profils utilisateurs, etc. etc. OK. Toujours dans cette configuration de formulaire, avant de passer au cas pratique sur l'appli, il est possible de lier un champ du formulaire à une donnée présente sur le tableau de bord. D'accord. Donc ça, c'est vrai pour certains types de composants. D'accord. Ça sera plus puissant pour certains types, notamment les listes déroulantes et cases à cocher, d'accord, qui permettront d'afficher en fait tous les membres d'une dimension dès lors que ce lien est configuré. D'accord. Je prends un exemple. Pour la gestion des incidents, j'ai une criticité d'incidents, donc faible, moyenne, élevée et urgente. Si je fais un lien entre mon modèle de données et le formulaire sur une liste déroulante, eh bien, mon utilisateur, quand il va consommer le formulaire, il pourra tout simplement choisir un élément parmi ceux qui existent en base de données. D'accord. Donc, c'est assez intéressant, ça fait gagner du temps, c'est plutôt intuitif. Donc, on va pouvoir lier les champs du formulaire à une donnée existante. Okay. Ce lien va pouvoir se faire vers une dimension, donc littéralement ce que je viens de donner comme exemple, mais ça pourra aussi se mettre en place, ce lien, avec un paramètre utilisateur. Un cas d'école pour cet usage-là pourrait être de positionner un champ masqué dans le formulaire, dans par exemple le cadre d'une campagne je sais pas moi, on fait une étude et on souhaite que des personnes répondent à un formulaire pour faire une collecte d'informations. On pourrait mettre un champ masqué justement avec un lien à chaque fois vers le paramètre utilisateur qui porte le login, par exemple, ou le nom de la personne. Comme ça, on récupère l'information en base de données. D'accord. Donc, ça peut être des cas d'usage assez similaires hein, pour exploiter au mieux les informations récupérées à travers les formulaires. Okay. Petit astérisque pour le lien vers une dimension, ça marche un petit peu comme les filtres pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'outil. Il convient d'abord de positionner un graphique sur la page pour pouvoir bénéficier du filtrage à disposition pour établir ce lien hein, entre le formulaire et la donnée. Ça marche comme les filtres en Digdash. Je passe sur l'outil. On va faire un petit zoom hein, sur la configuration du formulaire. Ça pourrait être très long, vous allez le voir. Hein. Il y a plusieurs volets, comme je l'ai dit. On va essayer d'aller à l'essentiel. Je retourne sur mon éditeur de tableau de bord et on va aller éditer notre formulaire incident. D'accord, hein, c'est celui que j'ai créé pour l'occasion. Et comme vous pouvez le voir, il a déjà plusieurs composants. Hein, et quand je passe ma souris, je vais pouvoir avoir à chaque fois un petit bouton d'édition. D'accord. Donc, ce bouton d'édition me permet d'accéder à un menu contextuel. Hein. Si je clique, vous voyez, je vais retrouver mes volets de configuration hein, sur l'affichage. Ici, l'affichage, ça va très simplement me permettre de configurer l'aspect visuel du champ. D'accord. Donc, je vais avoir un libellé, ça va être la nature de l'incident. Je vais pouvoir positionner le libellé, par exemple. Je pourrais définir un peu de design, pourquoi pas, hein, si je veux altérer le rendu sur mon formulaire.
et tout un tas d'options pour masquer le champ, pourquoi pas, mettre en place une suggestion, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je pourrais mettre des suggestions d'entrée, voilà, des descriptions, de l'infobulle, pour faciliter et orienter un petit peu l'utilisateur, d'accord, dans l'exploitation de ce formulaire. Okay. Le champ masqué, par exemple, ici, c'est ce que je vous disais, hein, on pourrait décider de masquer un champ pour toutefois collecter l'information en base de données, mais que l'utilisateur potentiellement ne le soupçonne pas et que ça ne pollue pas l'affichage du formulaire. Okay. On pourrait rendre ce champ désactivé. C'est ce que je fais pour le nom de l'utilisateur dans mon exemple. Tout simplement, l'utilisateur ne pourra pas saisir l'information. Il le verra, mais il ne pourra pas renseigner des informations sur un champ désactivé. Okay. Voilà pour la partie affichage. On a d'autres onglets, hein, comme je l'ai précisé. On possède une partie données hein, pour chaque composant, encore une fois. Chaque composant aura vraiment ses volets de configuration qui sont très spécifiques. Hein. Pour la partie données, ici, on va s'intéresser à la configuration des données à afficher. Simplement, d'accord, pour un champ, on aura des valeurs par défaut. Là, on est dans un cas de composant radio, hein, avec des cases à cocher. L'utilisateur va pouvoir faire une sélection. D'accord, donc, on a potentiellement, dans la partie données, la lourde tâche, entre guillemets, de renseigner hein, le couple libellé et valeurs qui seront renseignés en base de données. D'accord, c'est un exemple pour ce composant. Ça peut différer pour les autres, mais en tout cas, dans ce volet données, on va faire un focus sur les valeurs par défaut, sur les valeurs hein, à spécifier pour que l'utilisateur, en fait, alimente la table en bonne et due forme. Okay. On passe sur l'onglet validation. Cet onglet validation va plutôt concerner les conditions de validation pour l'envoi de la donnée, hein, pour ce composant par exemple. On pourra déterminer si le renseignement de ce composant est obligatoire ou non. D'accord. On pourra autoriser uniquement les valeurs disponibles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas donner à l'utilisateur la possibilité d'ajouter de nouvelles entrées. Parce qu'en effet, hein, si on rajoute une nouveauté dans le formulaire, ça va aussi avoir une répercussion en base de données. J'aurai une nouvelle valeur disponible. Donc, on pourrait choisir de cantonner ou pas ce phénomène-là. D'accord. Donc ici, voilà, essentiellement ce qu'on va retrouver dans la partie validation. Et les deux dernières rubriques, donc conditionnel et logique, vont plus ici concerner, je dirais, à du paramétrage avancé. Ça veut dire sous quel contexte, dans quelles circonstances je vais afficher ce champ, ou alors quel est l'événement qui va me donner en visibilité ce composant, etc. Donc c'est plutôt des configurations avancées, sans trop rentrer dans le détail. Ici, on aura attrait au JSON logique, d'accord, potentiellement au JavaScript aussi, mais nous, on va recommander plus le JSON logique pour mettre en place ce genre de mécanique, hein, plus pour l'aspect conditionnel ou avoir une logique dans l'exploitation et le comportement d'un composant. On utilisera aussi ce mécanisme sur le volet sécurité du formulaire, pour dire, en fonction d'un profil utilisateur, j'accède ou pas à un composant, j'accède ou pas à un formulaire. On le verra un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu la configuration du formulaire. Là, j'ai vraiment fait un focus sur un type de composant. Ils sont différents tous, hein, on ne pourra pas faire la liste évidemment hein, de tous les composants, mais je vous les balaye rapidement ici. C'est-à-dire que dans le formulaire, on pourra intégrer donc des champs de texte, des zones de texte, des valeurs numériques, des cases à cocher, un calendrier, des heures, etc. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de composants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière un composant, il y a une alimentation d'une table hein, et donc un type de colonne particulier. Okay, donc voilà, il peut y avoir quelques différences d'un SGBD à un autre, par exemple sur les tailles hein, de varchar, pour ceux à qui ça parle, sur MariaDB, peut-être qu'on aura une petite différence avec Postgre, c'est possible. En tout cas, voilà, on a vraiment plusieurs composants, hein, vous les voyez, hein, on a des composants basiques ici, des composants avancés, pareil, hein, pour toujours exploiter au mieux ces formulaires de saisie, et on a des composants qui nous permettent de faire de la mise en forme. Là, le formulaire est plutôt basique, mais c'est vrai qu'on pourrait faire des boîtes hein, dans lesquelles on aurait des composants plus en horizontalité, du coup, pour occuper un peu plus l'espace. Donc, voilà, ces formulaires sont assez flexibles en première intention par l'interface. OK. Donc voilà sur la configuration des composants, hein, très simplement. Une fois qu'on a créé le formulaire, en effet, il convient de l'alimenter, ce formulaire, et qu'il soit aussi porteur des informations importantes, donc à travers ces composants qui permettront l'alimentation de la table. OK. Je repasse sur la présentation. On va passer au point numéro 4.
qui est l'utilisation du formulaire. Ici, c'est voilà, hein, on considère avoir créé notre formulaire, on considère l'avoir renseigné avec des champs, avec des valeurs, avec des règles de propagation, hein, pour les profils utilisateurs, pour les rôles. Et donc, on va souhaiter utiliser le formulaire. Donc, pour réaliser ceci, en effet, il faut avoir, dans un premier temps, accès à la page qui porte le formulaire. D'accord ? Justine l'avait évoqué, le formulaire, il peut être partie intégrante d'une page de tableau de bord, oui, mais on peut aussi, avec Digdash, mettre des interactions en place de manière à cliquer sur un tableau et le clic sur une cellule ou une colonne pourrait générer l'affichage du formulaire en pop-up. D'accord ? Donc, c'est des choses qu'on fait de manière très courante, mais sachez que voilà, le formulaire n'est pas supposé être disponible et visible sur la page de tableau de bord. Non, on pourrait mettre en place des interactions, en tout cas, dès lors que les droits, évidemment, sont quand même positionnés pour l'utilisateur final qui souhaite consommer ce formulaire. D'accord ? Au passage, un petit rappel, il est aussi nécessaire, ça fait un peu écho à ce que je viens de dire, hein, avoir l'autorisation tableau de bord, ajouter des données via un formulaire, sans quoi on n'aura pas de visibilité sur le formulaire, hein, du coup. Et une fois qu'on utilise ce formulaire, donc on le verra, hein, si on reprend tout ce qu'on s'est dit, configuration de la base de données sous-jacente, activation de la fonctionnalité, j'exploite mon formulaire, j'aurai une table alimentée et potentiellement une exploitation libre, entre guillemets, de la nouvelle table créée via le studio Digdash. D'accord ? J'ai une nouvelle table, je peux en faire un modèle de données, je peux faire des jointures et continuer à travailler. C'est particulièrement efficace pour faire de la saisie d'objectifs, d'accord ? Une saisie d'objectifs à travers un formulaire me permettrait de déclencher un rafraîchissement des données et d'avoir directement une réponse visuelle, hein, face à cette saisie. D'accord ? Donc voilà, on va plus voir cette démonstration un peu plus tard, hein, dans le scénario que je vous ai préparé. Mais en soi, pour utiliser le formulaire, plusieurs possibilités. On peut l'intégrer directement sur une page de tableau de bord, on pourrait le consommer sur un smartphone, une tablette. Les scénarios sont super ouverts dans l'exploitation du formulaire, à condition de respecter ces quelques prérequis. Et enfin, on pourra évidemment sécuriser le formulaire, donc ça sera vrai dans certains cas, moins dans d'autres, en fonction des usages, hein, de tout un chacun. La sécurisation peut se faire sur différents niveaux, d'accord, par rôle, par portefeuille, on l'a évoqué dans la création, si vous vous rappelez. On pourra également sécuriser le formulaire, donc l'accès, hein, par profil utilisateur. On utilisera donc du JSON logique ici. On aura via l'interface la possibilité de mettre en place une règle de gestion, comme vous voyez ici, hein, qui suit un algorithme pour tout simplement dire si mon utilisateur a le profil A, donc appartient au profil A, alors je laisse passer l'accès au formulaire ou pas. Donc je pourrais jouer de cette manière-là. Et on pourrait aller plus loin dans des sécurisations personnalisées, toujours en ayant un regard avec le JSON logique, pour autoriser avec des règles plus complexes sur des ACL particuliers ou des paramètres utilisateurs. D'accord ? Donc, on peut vraiment avoir une granularité très fine, hein, sur qui aura droit de voir ou pas le formulaire. Et ce sera la même chose pour les champs de formulaire. On pourrait décider d'afficher ou de masquer certains champs en fonction, pareil, hein, d'un utilisateur, d'un profil utilisateur, d'un paramètre utilisateur. Ça dépendra vraiment de la règle que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, la logique sera la même. On utilisera aussi le JSON logique, sauf que plutôt que de rentrer sur un paramétrage avec le profil utilisateur, on ira chercher les informations au niveau de la donnée, par exemple. Je le dis là plus pour le dernier point, mais le profil, c'est ce qu'on voit ici, hein, sur le partage personnalisé. Mais pour la donnée, par exemple, on ira chercher le résultat d'un cube de données pour dire très simplement, est-ce que si j'ai cette donnée, alors j'affiche ou je masque le champ. La logique sera pareille. On aura un bout de code avec un algorithme à positionner pour jouer sur ce qui est disponible ou pas dans le formulaire. OK ? Voilà pour la sécurisation au niveau des formulaires, donc encore une fois du formulaire ou alors des champs, hein, là on peut aller vraiment plus loin, hein, sur l'exploitation de cette sécurité. Et on va voir un petit peu cette exploitation-là, hein, et je dirais une projection sur un scénario qui a été mis en place pour l'occasion, d'accord ? On va se projeter sur une démonstration. On va partager le scénario, je vous le partage ici. On va se positionner dans un contexte que vous voyez, hein, on a deux personas ici. On va retrouver un agent de terrain qui aura son matériel pour saisir de l'information à travers un formulaire, hein, configuré avec Digdash. Et sur la partie droite, on va retrouver un contrôleur de gestion qui
souhaite faire du pilotage à travers ces saisies opérées par l'agent de terrain. Donc on pourrait, pareil, faire une projection pour, pourquoi pas, un bailleur social, pour, une collectivité, qui aurait des agents, sur le terrain et qui souhaiterait, faire des constats et qui pourrait faire des constats en temps réel sur, des incidents, par exemple sur la voirie ou alors, un problème de gestion de déchets. Donc voilà, c'est un petit peu la projection qu'on va faire dans la démonstration, d'accord? On a ces 2 candidats potentiellement et on va voir comment avec Digdash on peut utiliser le formulaire de saisie pour, alimenter ces 2 personnages potentiellement. OK? Donc on va accéder à un tableau de bord prévu, pour l'occasion. Je vais m'authentifier, en tant qu'Arnaud, sur mon tableau de bord et on va accéder ensemble à une première réalisation. Je me mets en plein écran, vous voyez? On va adapter le tableau de bord un petit peu, voilà, pour tout voir et en fait ici, pour, paraphraser ce que je viens de dire, en fait, on va avoir la responsabilité en tant qu'agent de terrain de faire un inventaire des incidents. C'est-à-dire que moi, au quotidien, je travaille, je suis agent de proximité pour un bailleur social, et je peux faire des constats tout au long de ma journée et en fait, Digdash pourrait m'aider, à faire, heu, pousser l'information à mes équipes pour dire voilà, ce formulaire de saisie, je détecte un incident, pendant mon travail. Je vois que, il y a, un poteau électrique qui s'est effondré en raison des conditions climatiques. Donc je vais pouvoir, en tant qu'Arnaud, une fois authentifié, faire part de cette information directement, d'accord? Donc, le poteau est tombé sur la route, mes utilisateurs ne peuvent plus conduire, c'est plutôt urgent, d'accord? Donc je peux faire un résumé de la situation. Merci d'intervenir sur la, route nationale 7. Peu importe, ici, l'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir des composants et surtout une opportunité d'alimenter un modèle de données, de partager cette information et avoir, directement de catalyser, pourquoi pas, des interventions, heu, dans ce scénario-là, pourquoi pas? OK? Hem, une fois que j'ai saisi ces informations, donc certaines sont obligatoires comme vous pouvez le voir et en fait ici, j'ai désactivé le champ. Vous voyez, je peux rien faire. Donc ça permet d'avoir l'information de qui est le soumissionnaire du formulaire, mais en tout cas, je vais pouvoir envoyer, vous allez voir, donc j'ai 4 400 incidents, au total, dans ma collectivité, moi en tant que bailleur social, peu importe, l'imagination prend le dessus, et en tout cas, on est en avril 2025. Je sais que ce mois-ci, j'ai 303 incidents. Le mois précédent, j'en ai eu 347. J'ai le taux de progression, donc il est en baisse ici, mais en tout cas, le fait est que là, j'en ai un nouveau, d'accord? Mon pylône, il est tombé, donc je veux le partager. Je vais valider mon formulaire. Automatiquement, dans Digdash, je vais configurer la synchronisation de cette information avec mon modèle de données existant et donc en temps réel, je vais bénéficier des bonnes informations, d'accord? Donc j'ai un incident pour le mois en cours qui s'est ajouté, donc mon total va mécaniquement, monter aussi et mon taux va baisser, d'accord? Donc je vais monter, ici dans les incidents du mois et potentiellement me rapprocher vers le mois précédent, donc voilà. Là, je pousse l'information grâce au formulaire, donc encore une fois, la table sous-jacente est alimentée. L'action d'envoi du formulaire va déclencher le rafraîchissement des données. Ça me va bien. En tant qu'agent de terrain, j'ai accompli ma mission. D'accord? On va voir l'autre côté maintenant de la barrière, quelque part. On va se positionner en tant que, contrôleur de gestion. D'accord? J'ai un besoin fort de faire du pilotage de ces incidents. On pourrait faire des projections sur une exposition financière, peu importe, mais on va voir l'autre côté. D'accord? Je me déconnecte ici. Et on va, se connecter avec un autre utilisateur, l'utilisateur pilotage, qui va, lui, à contrario, qui n'est pas un agent de terrain. Donc on peut voir ici que sur ce même tableau de bord, je vais réduire un petit peu la fenêtre, mais je vais quand même avoir, des convergences évidemment, sur le tableau de bord. On ne va pas réinventer la roue, mais je peux voir les informations ici, mais comme vous pouvez aussi le constater, en tant que contrôleur de gestion, je n'aurai pas l'opportunité de saisir des informations via le formulaire. D'accord? C'est ce que j'ai configuré grâce à la sécurisation du formulaire au niveau profil utilisateur. D'accord? Mon profil pilotage, c'est profil B. Mon profil agent de terrain, c'est profil A. Par jeu d'algorithmie, de configuration, finalement, je peux ouvrir ou fermer l'accès au formulaire. C'est ce qu'on voit ici. D'accord? Donc, je ne peux pas saisir d'informations, c'est très bien, mais en tout cas, j'ai accès à une autre page de tableau de bord qui va me permettre de faire le suivi et le pilotage de ces incidents. D'accord? Donc en fait, c'est très simple. Je vais avoir en visibilité l'évolution du nombre d'incidents ici. D'accord? Donc on était à 304, on le voit, au mois d'avril. Ma saisie a généré un rafraîchissement des données. Je suis continuellement à jour ici. Et donc, je peux voir que j'ai eu 304 incidents. Et automatiquement, avec un peu de pratique avec Digdash, on peut s'appuyer sur le modèle de données généré
par le formulaire pour tout simplement faire cet exercice que vous voyez, hein. Je peux représenter sur un camembert mon nombre d'incidents par criticité. D'accord ? Je peux aussi le décliner par incident, par type d'incident, par nature d'incident, pour être précis. Et au passage, je peux mettre du filtrage pour voir un petit peu qui a plus travaillé, moins travaillé, etc. Enfin, pour faire un focus quelque part sur les soumissionnaires de ces formulaires. Je veux voir Arnaud combien il a saisi d'incidents, je peux le voir directement et je peux aussi voir l'évolution en fait des incidents par criticité et par nature. D'accord ? Je fais une progression. Là, j'ai mon information au mois -1, au mois actuel et l'évolution entre les deux. D'accord ? Pour rappel, on est ici en avril 2025, mais à tout moment, pareil, je peux aller en février 2025, j'aurai ma réponse instantanément pour l'utilisateur Arnaud. D'accord ? Donc la force en fait du formulaire de saisie, elle est là. Je peux créer un nouveau modèle de données, je peux l'exploiter comme je suis en train de vous le montrer ici. Il n'y a pas de magie, je m'appuie uniquement sur ce qui a été saisi. Et comme le précisait Justine, on peut aller plus loin, on peut vraiment faire des jointures, des unions, réconcilier cette saisie manuelle avec de l'existant, ça peut être le cas pour des saisies d'objectifs par exemple, pour donner du volume à un écosystème de données existant. Voilà. Donc voilà un petit peu l'effet démonstration et l'usage qu'on a à travers le formulaire de saisie. Je vais retourner sur mon utilisateur, voilà, Arnaud, j'en avais créé un autre, il n'y a pas de problème. Hop. Donc c'est pareil, j'ai une population, on les avait vus, il y avait Paul, Arnaud et Pierre, je crois, si je me souviens bien. Et donc voilà, j'accède à une seule page. Vous voyez, je n'ai pas accès au pilotage, mais en tout cas, en tant qu'agent de terrain, je pourrais même imaginer être sur un device, une tablette, un smartphone, il n'y a pas de problème. Bon, sauf que je n'ai pas prévu pour l'occasion le bon design, mais vous voyez, je peux très bien être en service, profiter du formulaire à travers une tablette, un smartphone. Ici, je le simule, il n'y a pas de problème. Je peux faire un constat sur la propreté urbaine, savoir que dans sur les logements, voilà, il y a des déchets un petit peu partout. Je souhaite l'informer mes équipes. Je peux demander à ce qu'une intervention soit planifiée à partir de la formulaire de saisie. J'envoie mon information ici et directement, je vais alimenter le tableau de bord à l'image de ce qu'on a déjà vu. Vous allez voir, ici j'ai 4402 incidents. J'en ai donc un de plus par mois et rebelote. Si je retourne voir le compte pilotage, on peut le faire très rapidement. Pilotage. Alléluia, pilotage. Hop. On aura les mêmes infos. On aura les 305 incidents. Vous voyez, je suis authentifié ici. Je peux accéder à mon tableau de bord et très simplement, on peut voir que j'ai 305 incidents ici. Et donc, mes évolutions, mes répartitions par incident, donc d'incidents par nature et la répartition des incidents par criticité sera automatiquement actualisée au regard de cette saisie. Voilà pour la présentation des formulaires de saisie. En guise de conclusion, je peux te passer la main, si tu veux, Justine, pour clôturer. Comme tu veux, mais Vas-y, je t'en prie. pour faire une petite synthèse, effectivement de tout ça, merci, Louis pour cette présentation et cette démo. Donc vous l'aurez compris, la fonctionnalité formulaire de saisie, c'est un module complémentaire que vous pouvez décider d'activer ou non de votre environnement, qui va vous permettre d'intégrer cette notion de saisie qui n'existe pas par ailleurs dans l'outil. Sur laquelle vous allez pouvoir paramétrer un large panel d'options, de composants pour configurer ces formulaires en fonction de vos besoins, en fonction des utilisateurs et en fonction de vos problématiques. Il y a la possibilité d'appliquer de la sécurité, comme c'est le cas sur les tableaux de bord au niveau de ces formulaires, que ce soit, comme vous l'avez vu dans la démo, l'accès complet au formulaire ou au niveau des composants propres à ces différents formulaires pour pouvoir permettre aux différents utilisateurs de compléter ou non tel ou tel formulaire et tel ou tel morceau d'un formulaire. Et comme le disait Louis, et je te laisserai peut-être compléter par rapport à ton exemple, on aurait très bien pu projeter cet exemple-là, ce cas de figure-là, pour aller plus loin et pour alimenter d'autres cas d'usage, d'exposition financière, de gestion poussée des utilisateurs, d'ajouter de la saisie d'objectifs. Donc par exemple,
Ce mois-ci, j'ai 305 incidents. L'objectif, c'est idéalement de ne pas dépasser les 300. On aurait pu avoir un autre formulaire permettant de renseigner ces objectifs mensuels, avec pourquoi pas derrière un déclenchement d'alerte par mail, par commentaire, peu importe, sur attention, ce mois-ci, on vient de passer la barre de l'objectif. Qu'est-ce qui se passe? Et derrière, pouvoir adopter les bons comportements en fonction de ce qui est renseigné. Voilà, donc c'est vraiment large. On peut combiner ces informations saisies à des modèles existants. On peut combiner ces informations saisies à d'autres formulaires. Derrière, le panel d'applications peut être très varié. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, non, c'est très bien résumé. On aurait très bien pu imaginer, je ne sais pas si j'ai encore le partage. Oui, si. Ouais, très bien. On aurait très bien pu imaginer un troisième persona ici, par exemple la direction financière, qui aurait pu être en capacité de mettre un impact budgétaire estimé, d'accord, et faire du reporting ou faire un tableau de bord à partir de ces estimations saisies également. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de limite. On peut réexploiter la donnée saisie, on peut la mettre en confrontation avec de l'existant. Ici, voilà, on est vraiment sur un exemple scolaire, il ne faut pas l'oublier, avec un petit peu de design, certes, mais disons que la seule limite, c'est vraiment l'imaginaire quelque part. Après, on pourrait faire des jointures, on pourrait établir autant de cas métiers bah, que possible pour répondre à ces besoins de saisie manuelle, d'accord, pour réorienter des droits d'utilisateurs, pour, encore une fois, on l'a dit, des saisies d'objectifs, pour faire de l'estimation budgétaire, encore une fois, enfin, voilà, dès qu'on a des saisies numériques à réaliser, pour challenger de l'existant, les formulaires de saisie dans DigDash sont une bonne opportunité de le faire. Voilà. Merci, merci Louis. Ça va être le moment des questions si vous en avez. N'hésitez pas sur des précisions, sur des cas que vous rencontrez, si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là. Il y a déjà une première Ouais. question dans la conversation. Alors, J'aurais aimé lier à une dimension de ma page car je rencontre une difficulté pour que le composant du formulaire soit renseigné avec la valeur de la dimension filtrée. D'accord. Donc bonjour Frédéric. Bonjour. Du coup, alors, ce sera un peu difficile de faire un use case là sorti du chapeau. Néanmoins, on a des composants qui sont, je dirais, pressentis à cet usage-là. Je pense à la liste déroulante et aux cases à cocher, spécifiquement, qui auront, alors je relis la question, c'est pour si je ne me trompe pas, mais pour composant pour le formulaire renseigné avec la valeur de dimension filtrée. D'accord. Je peux préciser si vous voulez. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Ouais. Moi, on utilise les formulaires déjà depuis plusieurs temps, pas mal de temps, notamment l'année dernière en 2023 R1, je crois qu'on a mis en place ça, ou quand c'est sorti cette histoire de formulaire. Et j'avais fait un formulaire qui était avec des zones de saisie du formulaire liées à des dimensions, donc bien sûr des listes déroulantes ou des cases à cocher, enfin des choses comme ça. Ça fonctionnait très bien et je m'aperçois maintenant, en la version actuelle, que quand je choisis une valeur dans ma liste déroulante, donc liée à ma dimension, la zone du formulaire qui est présente aussi sur la même page, bien sûr, peut-être que je n'ai pas précisé dans ce que j'ai écrit, la zone de saisie ne se renseigne pas automatiquement avec la dimension filtrée, alors que la dimension est bien, enfin le composant du formulaire est bien lié à la dimension. D'accord. Alors, je suis obligé, donc je ne peux pas le mettre en production aujourd'hui, je suis obligé de faire aperçu des données, enfin le volet aperçu des données, je ne sais pas, vous ne l'avez pas montré ça aussi, mais il y a le volet aperçu des données, et revenir sur ajouter une donnée, et là, ça se met bien à jour, quoi. Donc le filtre ne marche plus comme avant, quoi. Enfin, je veux dire, le lien se fait plus comme avant. Alors en effet, si historiquement sur une ancienne version le comportement était bon et que sur une nouvelle il y ait un écart, il y a peut-être investigation à faire, je me dis, mécaniquement. Il n'y a pas de raison particulière que une montée de version cause ce désagrément. En tout cas,
il y aurait une matière à investiguer, clairement. C'est peut-être ma façon de faire qui est pas bonne. Je ne sais pas ce qui est préconisé. C'est pour ça que j'attendais beaucoup de ce webinaire pour savoir quel était ce cas d'usage. Vous l'avez pas, du coup, vous l'avez pas démontré. Donc, oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop fait de plongeon dans le lien avec les dimensions, mais en tout cas, en effet, c'est dans la configuration d'un champ. Je peux le montrer, hein, je repartage mon écran rapidement si vous voulez. Hop, tout l'écran ici. Dans l'intervalle, je vais donner une raison pour laquelle on suggère de ne pas accéder à l'affichage des données en l'état. Hein. En fait, il n'y a pas de pagination et si, imaginons que vous ayez une saisie avec, je ne sais pas, 10 000 ou 100 000 lignes, ce qui est assez nombreux, hein, assez conséquent, en fait, on aurait quelques dégradations de performance potentielles. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous, on suggère de l'utiliser, donc peut-être à bon escient ou en tout cas de ne pas l'exhiber à tous les utilisateurs. C'est juste une petite aparté. Pour ces raisons-là, c'est-à-dire qu'avec un grand nombre de lignes, il y a un petit sujet latence, temps d'attente qui n'est pas agréable en fait, voilà, qui peut ternir la navigation. Je reviens sur le lien avec les dimensions. Donc, si toutefois on souhaite lier un composant, enfin un champ du formulaire avec une dimension existante, je vais pouvoir le faire ici directement via l'éditeur de tableau de bord, passer par les paramètres, propriétés, et ici, tout simplement, lier les informations grâce à une action, hein, à ce volet-là. Je vais récupérer sur la partie gauche de ce tableau tous les noms, hein, de mes composants, hein, les conséquences observées, la criticité, etc. Et je vais pouvoir établir un lien ici en ciblant une dimension. Et donc, ce lien-là va aller chercher une dimension existante du modèle de données. Donc, théoriquement, ça veut dire que si, comment je pourrais faire? Je vais essayer de le faire ici. J'ai pas des champs, j'ai pas de liste déroulante, j'ai un radio, c'est pas vraiment les cases à cocher. Je vais faire un test avec vous. Je vais ajouter ici mon résumé de la situation. Où c'est qu'il est? Résumé. Tac. Je le fais assez grossièrement, hein, je m'en excuse, mais je vais l'ajouter ici. Et en fait, vous, ce que vous souhaitiez avoir, je pense, c'est une fois que je vais filtrer sur une dimension, je vais avoir le reflet sur le formulaire. C'est bien ça? Exactement. Ouais. Ben, dans les faits, c'est supposé marcher comme je suis en train de vous le montrer. Voilà. Donc en fait, c'est très grossier, hein, je m'en excuse encore, mais vous voyez là, je suis avec pilotage, donc mauvais exemple. Mauvais exemple, je vais me connecter avec l'autre compte. Hop. Et en fait, ici, théoriquement, Nidpool, vous voyez, je vais récupérer l'information en fait, par défaut. Donc automatiquement, je vais filtrer sur mes. C'est assez grossier, encore une fois, je m'en excuse, mais j'ai mis ma dimension résumée. Vous voyez, j'ai Nidpool, en fait, l'information mon membre de dimension Nidpool est présent que sur un incident. Donc, de fait, mon nombre d'incidents total, on ne le voit pas très bien, mais il est égal à 1, de fait, parce que j'opère à du filtrage. Et la résultante, c'est que dans mon formulaire, je vais propager également cette information. Avec les informations portées sur la même ligne, de fait, puisque une ligne égale un incident, mais j'aurai la criticité, la nature et le soumissionnaire, voilà, c'est moi, donc ça ne peut pas bouger. Mais voilà. Ça, normalement, théoriquement, c'est supposé marcher via la petite configuration que je vous ai montrée. Je peux la remontrer ici. Et donc, elle est là. Je vais éditer mon formulaire en paramètres, propriétés, et j'établis mes liens. Si toutefois le lien ne se fait pas, à mon sens, encore une fois, il y a une matière à investiguer. Donc, est-ce qu'au niveau du modèle de données, il n'y a pas quelque chose qui a changé en termes de libellé, en termes de nouvelles configurations? On pourrait imaginer là aussi plusieurs scénarios pour expliquer le non-lien du coup entre le filtrage et le formulaire. Donc, je vous invite à nous contacter potentiellement ou à ouvrir un ticket chez nous. Mais pour moi, là, tel que je viens de le montrer, c'est supposé fonctionner de cette manière-là, quoi. Eh bien, je ferai ça. Merci. Je vais supprimer ce petit composant. Est-ce que nous avons d'autres questions?
il y en a qui viennent à la suite de ce webinaire, on vous laisse nous écrire un petit mot avec grand plaisir pour échanger sur vos cas d'usage ou des choses que vous aimeriez mettre en place. Et puis, sinon, merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée à tous. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne